13h sur RTI1. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs, bonjour. Le Premier ministre et les guides religieux, un partenariat pour la cohésion et la paix à l'entame de cette année 2025, une année électorale. Le chef du gouvernement fait la demande de prière pour la Côte d'Ivoire. Tout savoir sur le GUS, le guichet unique du commerce extérieur, un outil digital gratuit qui interconnecte les acteurs du commerce extérieur. Un guichet pour soumettre, traiter et effectuer toutes les formalités relatives aux opérations liées aux échanges locaux, mais aussi extérieurs. On en sait plus dans ce journal. Et puis l'actualité au Moyen-Orient, des centaines de personnes ont quitté ce 23 janvier le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie sur ordre des autorités israéliennes au troisième jour d'une vaste opération militaire que mène Israël sur ce territoire. L'armée israélienne, quant à elle, a démenti avoir donné un ordre d'évacuation. L'État ivoirien renforce ses liens avec les guides religieux de Côte d'Ivoire, une approche intuitive en ce début d'année 2025, année électorale pour la Côte d'Ivoire. Des hommes de foi dont la participation est encouragée pour la consolidation de la paix et de la cohésion. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rencontré dans ce cadre le révérend pasteur Ediemou Blin Jacob et son éminence Nangui Adjako Faustin. Ils sont respectivement présidents de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire et président mondial de l'Église du Christ Mission Harris. Le commentaire de Franck Quadio. À l'amorce de l'année nouvelle, force est à la prière pour 12 prochains mois empreints de cohésion et de paix, 2025 étant surtout une année électorale. Le chef du gouvernement est au deuxième jour de sa tournée auprès des guides religieux. Chez le patriarche, président mondial de l'Église du Christ Mission Harris, celle-ci est perçue comme une action spirituelle pleine de sens. Donc en ce début d'année, venir à la rencontre des hommes de Dieu que nous sommes, nous qui intercédons nuit et jour, en réalité, c'est une demande de prière formulée par l'État de Côte d'Ivoire, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Robert Begré-Mambé, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Dieu, il est fidèle. Ce qu'il attend de nous, c'est de nous mettre à sa disposition. Autre étape, toujours à Vridi, Petit Bassam, le siège de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Le révérend pasteur Ediemou Jacob réaffirme l'engagement des hommes de foi aux côtés des autorités ivoiriennes. Que nous voulons bénir Dieu. Malgré l'orage et la tempête, à toujours se mettre devant ce pays des hommes croyants. Depuis le président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a montré sa croyance en ne négligeant aucune religion. Et justement, c'est la quintessence du message porté par Robert Begré-Mambé. Il est donc important que tout ce que nous allons entreprendre au cours de cette année 2025 soit confié au Seigneur afin qu'il nous guide, nous éclaire et nous dirige. C'est pourquoi nous sommes venus les saluer, les encourager eux aussi. Et nous continuons de prier pour eux aussi afin que leur rôle pastoral soit conduit de la façon la plus agréable possible pour le bien de tous ceux qui croient en Dieu et de toute la communauté nationale. Et nous prions pour que le Seigneur bénisse puissamment ce pays. Un pays qui dispose d'une constitution qui lui confère sa laïcité, un principe d'égalité de toutes les religions devant la loi. La santé, mère-enfant en priorité des travaux de l'enquête de démographie et de la santé, des réflexions sur les moyens de mise en œuvre donc d'une recherche de mécanismes de financement pour la politique donc du gouvernement sur la prise en charge sociale et sanitaire du couple mère-enfant, suivant ces explications données par Julien Gogo et Amidi Rassouba. Mesurer le progrès, apprécier les défis et orienter la politique du gouvernement en matière de santé de la mère et de l'enfant. Voici les missions de l'enquête de la démographie et de la santé, EDS. Cette table ronde présidée par la ministre de l'économie, du plan et du développement vise la recherche de financement pour cette enquête. La structure en charge de cette opération donne plusieurs détails. Chaque 3 ans, l'EDS, l'enquête démographique et de santé, nous permet de collecter plusieurs indicateurs sur la santé maternelle, la santé des enfants. On a recours à 300 agents enquêteurs qu'on recrute sur la période juin
à septembre. Nous souhaitons véritablement que la population coopère. Véritable outil d'évaluation, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle situe les enjeux de l'enquête, de la démographie et de la santé. L'EDS est une source de données importante, notamment sur la santé de la mère et des enfants, et aussi la répartition de notre dispositif sur tout l'étendue du territoire. Renseigner sur les questions de la santé de la mère et de l'enfant, principalement en lien avec le ministère en charge de la santé, pour à la fois expliquer aux partenaires quels sont les objectifs en matière d'EDS. Le coût de l'EDS 2025 est d'à peu près 5,3 milliards et nous attendons des partenaires 4,3 milliards. L'EDS constitue un outil d'orientation de politique publique en matière de santé de la mère et de l'enfant. Les résultats attendus de cette enquête serviront de base solide pour diagnostiquer les difficultés structurelles et les disparités régionales. Dans ce journal, on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. La structure gère plus de 2000 références de produits pharmaceutiques, dont 364 de ces produits sont enregistrés aux programmes nationaux de santé prioritaire. La NPSP étend son réseau de distribution dans l'objectif de ravitailler dans des délais plus courts les centres de santé. Un réseau de distribution qui est présenté aux journalistes de Côte d'Ivoire, suivant ce rapport d'Odizé Nguessa. Avec une ordonnance médicale, le patient se rend à la pharmacie pour acheter ses médicaments. Derrière cette démarche plutôt classique se cache une orchestration à la fois sanitaire et logistique pour rendre disponible environ 700 références de médicaments dans les officines et les établissements sanitaires en vue de satisfaire les demandes des patients. Ce cycle de distribution est expliqué aux journalistes de la presse nationale par la Direction générale de la nouvelle pharmacie de la santé publique Côte d'Ivoire, NPSP-CI. L'une des premières réformes a été d'abord de digitaliser ce circuit afin d'obtenir des données fiables. Ensuite, une internalisation du transport pour que nous puissions livrer vite et sauver rapidement des vies. Nous avons également engagé très rapidement une politique de déconcentration avec l'ouverture des dépôts dès décembre 2022 à Mans, suivi de Korogo et Odjéné, et dans ce premier trimestre 2025 à Adzopé, Agboville, San Pedro, Daloa et à Bengourou. Ceci pour une meilleure proximité du médicament et une bonne couverture territoriale. Les spécialistes du médicament ont passé en revue, entre autres, les axes stratégiques, de même que l'historique de la société en charge de la pharmacie publique. Suivi des ateliers entre confrères pour restituer les exposés. C'est les données qui vont véritablement nous aider, surtout à faire connaître la bonne information et puis être aussi, nous aussi, des ambassadeurs évidemment de la nouvelle PSP. Le déploiement de ces centres de groupement des produits pharmaceutiques se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Et dans le plan sanitaire national, les établissements sanitaires à base communautaire accueillent les patients nécessitant des soins de base, de qualité et à moindre coût en 30 ans d'existence. Quel point faire de leur performance? Quel est l'impact sur les communautés et quelle démarche qualitative de ces services pour les prochaines années? Le rapport est consigné dans ce point de Malika Koulibaly. Les établissements sanitaires à base communautaire occupent une place prépondérante en Côte d'Ivoire dans l'offre de bien-être physique des populations. 3 décennies après la mise en route de projets, il est temps de mesurer les performances de ces établissements de premier contact. Nous avons profité de la présence du Dr Babé qui était l'un des pionniers de PSA, Programme Santé Abidjan, qui a donné naissance aux établissements sanitaires à base communautaire. Pour faire le point avec lui des 30 ans d'existence, parce qu'il est parti quand le bébé a 5 ans, ils sont dans le monde entier, dans le domaine de la santé. Et ils pourront nous aider dans les projections, nous aider dans les projets, nous aider à toucher des bailleurs ou des fondations pour pouvoir renforcer les capacités de nos ESCOM. Le diagnostic révèle la qualité des soins quasi irréprochable. Admiration pour ce qui a été fait pendant ces 30 ans par ces établissements qui ont multiplié les soins, qui ont multiplié les variétés de soins et les quantités de soins. Une contribution aux soins de toute la population d'Abidjan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre les établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire et l'expertise française pour la promotion de la santé communautaire. Je découvre la Côte d'Ivoire et tout ce qui se passe dans les centres de santé communautaires avec beaucoup de plaisir. Le but de la formation, c'est ça, c'est de faire une sensibilisation
aux pathologies neurologiques liées à l'hypertension artérielle pour essayer de les prévenir. Parce que le traitement de l'hypertension artérielle, il peut être très simple si on y a accès et si on est diagnostiqué suffisamment tôt. Donc en termes de santé publique et de santé communautaire, c'est très important. Une visite des quelques centres de santé communautaire dans le Grand Abidjan et une séance de renforcement de capacité des médecins-chefs en matière de prise en charge de l'hypertension artérielle ont également meublé cet important rendez-vous. La filière de l'aquaculture s'impose de plus en plus dans les sillons de l'économie ivoirienne et compte bien dans les stratégies de sécurité alimentaire. Une présence qui se renforce avec le premier salon de la pêche et de l'aquaculture, le CELAB Fisheries Expo 2025. Il est attendu pour avril 2025 et sera centré sur les politiques et stratégies de développement durable de la pêche et de l'aquaculture. On regarde. Développement durable de la pêche et de l'aquaculture. Quelle politique et stratégie? C'est le thème choisi pour cette première édition du CELAB Fisheries Expo qui débutera du 24 au 26 avril 2025. Objectif, offrir l'opportunité aux acteurs de la filière de la pêche et de l'aquaculture de nouer des partenariats et de renforcer les relations. La pêche en Côte d'Ivoire, c'est bien plus qu'une activité économique. Grâce à sa façade maritime de plus de 550 km, offrant un large espace pour les activités de pêche, nous sommes convaincus que ce salon va contribuer à dynamiser notre secteur et à le positionner comme un acteur important de l'économie ivoirienne. Nos eaux douces regorgent d'un potentiel inouï pour la production aquacole. Ce potentiel, nous le cultivons chaque jour avec passion et détermination. Notre pays dispose de nombreux atouts pour devenir une référence en matière d'aquaculture en Afrique de l'Ouest. Avant le démarrage de cette première édition du CELAB Fisheries Expo 2025, le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidiki Omoko Touré félicite les acteurs et invite les investisseurs à s'intéresser aux potentialités qu'offre le secteur halieutique ivoirien. Le développement durable de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne nécessite un engagement collectif. J'invite donc les investisseurs nationaux et internationaux, les chercheurs et experts, les communautés locales et enfin nos partenaires techniques et financiers. Ensemble, nous pouvons relever le défi de garantir à notre pays et même à l'Afrique une pêche et une aquaculture résiliente, durable, compétitive au service de la sécurité alimentaire et de la prospérité de nos populations. Plus de 5000 exposants sont attendus, de même des conférences seront à l'ordre du jour au cours de cette première édition. Et voilà un secteur qui apporte des capitaux. La santé du cadre économique se prépare d'ailleurs avec le nouveau code d'investissement qui a subi une réforme en 2024. Les nouvelles mesures incitatives d'investissement sont présentées aux entreprises du secteur privé. C'est une information que rapporte Juliette Ouéa. Exonération fiscale et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée. Voici quelques avantages liés au Code des investissements réformé par l'ordonnance du 30 septembre 2024. Il y a beaucoup d'avancées. On espère en tout cas que tout ce qui est contenu, tous les changements vont vraiment nous permettre de faire avancer les investissements, permettre aux PME, surtout aux PME, de progresser. Ce nouveau code des investissements s'inscrit dans une stratégie du gouvernement ivoirien pour attirer davantage d'investissements. Il s'agit d'accompagner les investisseurs privés, notamment les petites et moyennes entreprises, durant les premières années, généralement difficiles pour leur implantation. Il y a trois vraiment gros chapitres. Le premier, c'est la capacité financière de l'investisseur qui doit vraiment être prouvé. Le deuxième, c'est le changement sur les tarifs douaniers où on est toujours à 100% sur la catégorie 1 et maintenant on est 50% sur la catégorie 2. Et le troisième, c'est l'exclusion de certains secteurs d'activité. Dans ce nouveau code, il est fait une part belle aux investissements structurants, c'est-à-dire les gros investissements qui peuvent entraîner d'autres investissements. Il était temps qu'on canalise ces investissements parce que le monde est en compétition et si nous voulons attirer des investisseurs,
sur des grands projets, il faut leur offrir le cadre pour le faire. Selon des chiffres publiés en 2022 par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, les secteurs de création d'entreprises les plus visés sont les prestations de services avec 44%, le commerce avec 23% et le BTP 13%. Et ce cadre macroéconomique met tout en place pour faciliter les transactions commerciales, surtout en termes de commerce extérieur. Un guichet automatique du commerce extérieur est ouvert. C'est une plateforme numérique qui interconnecte les acteurs et leur permet d'obtenir les autorisations délivrées par l'administration compétente sur une plateforme donc de ce guichet, et ils pourront suivre leurs transactions. Tout cela sans se déplacer. On en sait plus dans ce développement de Astou Soro et Godfrey Okambawa. Invité à la tribune d'échange Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG, le directeur général du guichet automatique du commerce extérieur, Kitifolo Kiyama Soro, a fait savoir que les procédures traitées par son département ont été digitalisées, offrant ainsi des facilités aux usagers du commerce extérieur. Aujourd'hui, le GUS a dématérialisé un peu plus d'une quinzaine de procédures liées au commerce extérieur. Les missions principales qui lui ont été assignées sont le développement de logiciels et outils informatiques pour des solutions liées à la modernisation du commerce, la mise en place d'un guichet unique, intégral, national, qui interconnecte autour d'une plateforme unique les intervenants dans les formalités douanières, portuaires, aéroportuaires, logistiques et tout autre acteur lié au commerce extérieur. Le directeur général du GUCE a présenté cette plateforme comme une solution numérique innovante, pensée pour centraliser et fluidifier les démarches administratives des opérateurs économiques. Accessible en ligne et via la nouvelle application mobile, le guichet permet de traiter des formalités d'importation, d'exportation et de transit en quelques clics. Les acteurs identifiés dans le cadre de ce projet sont toutes les administrations qui interviennent sur le commerce extérieur et l'ensemble des opérateurs économiques et privés. Nous pouvons citer pêle-mêle la douane, les autorités portuaires, les banques commerciales, les déclarants, les consignataires. Nous invitons tous les professionnels du commerce extérieur à s'approprier cet outil que l'État de Côte d'Ivoire leur met à disposition pour leur permettre d'être plus efficaces dans leurs opérations au quotidien et par ricochet de permettre aux populations ivoiriennes de bénéficier d'un certain nombre de services. À la suite de la présentation, une série de questions-réponses a permis de mieux comprendre cet outil facilitateur du commerce extérieur mis à la disposition des usagers depuis 2013. La dernière innovation, l'application GUCE Mobile. Elle compte déjà plus de 5000 utilisateurs et continue d'améliorer l'accessibilité aux services du guichet automatique du commerce extérieur. Et maintenant, une question. Où sont passées nos petites pièces de monnaie, nos pièces jaunes et même celles de 50, 100 et de 200 francs circulent rarement dans les commerces, les échanges commerciaux. Et à Boaké, cette rareté a fait l'objet d'investigations. Suivons ce compte-rendu de Ulrich Kwaku et Kader Sogodogo. Les échanges commerciaux se font depuis la nuit des temps à travers les pièces et billets de banque. Les pièces servent pour la plupart de monnaie. Cependant, la petite monnaie pour faciliter les échanges se fait aujourd'hui rare. Aujourd'hui, près de 500, c'est ça qui est devenu jeton. Les gens mettent l'argent dans la caisse. Dans les villages aussi, il n'y a pas assez de monnaie. Donc quand ils viennent en village, ils cherchent monnaie pour aller ou aller ça. Il y a la monnaie, mais seulement que les gens refusent de donner. J'ai acheté aubergine 200, tomates 100 francs. J'ai donné 1000 francs. Pour me donner 700 francs, la femme dit qu'il n'y a pas monnaie. Je suis obligé de prendre aubergine pour partir à la maison pour aller déposer là-bas. Souvent, quand le mois finit, tout le monde a gros billet. Sur les 9 passagers, il y a 5 qui m'ont donné 10 000, à raison de 1000 francs. Les 2 personnes m'ont donné 5 000. Obtenir sa petite monnaie après un achat est devenu une réelle difficulté. Quand mon client vient, mon travail que j'ai fait, si c'est 1000 francs, je dis c'est 1000 francs. Si tu as la monnaie, il me donne 1000 francs direct. Si je n'ai pas de monnaie, il me donne 10 000. Bon, je suis obligé de prendre 2 000 à mes collègues. C'est 5 000 là-bas, 1000 francs là-bas pour qu'on mette ensemble, puis je le libère. Souvent, quand les clients viennent, ils sont à rang. C'est un souci que je tombe. Donc, on est obligé de blaguer un peu les clients. Si souvent il y a 25, 10 francs, nous on est réglé avec autre chose. Il y a bonbon ou quelque chose. Des échauffourées entre clients, commerçants ou transporteurs sont légion. J'ai pris le taxi, je descendais, je lui ai bien dit que je n'avais pas la monnaie. Il m'a dit, bon, vas-y, monte. On monte, arrivé à destination, il me dit qu'il me fait savoir que non, qu'il n'a que 200 francs pour me donner comme monnaie.
discours, donne ma monnaie, donne pas ma monnaie, tu peux pas partir comme ça, bon vas-y, bon de toutes les façons il a fini par laisser tomber. Il y a eu à faire des histoires déjà à cause de monnaie, il a déjà fait achat de 1000 francs, avec 5000 on dit il n'y a pas de monnaie, donc ça m'a énervé. Quand le matin il n'y a pas de monnaie, il y a d'autres qui ne font pas l'âme, il y a d'autres qui m'injurent pour cela. L'une des causes de la rareté des jetons, c'est le commerce autour. Il y a des gens aussi qui vendent monnaie. C'est là seulement je n'ai pas encore compris pourquoi il y a des gens qui vendent monnaie. Mais souvent aussi, on fait face aussi à les mendiants aussi. Souvent aussi, tu peux leur donner 2000, tu as enlevé 200 dedans, puis ils vont te faire la monnaie. Un autre aspect des difficultés liées à la petite monnaie est la question des pièces lisses. Souvent, on nous envoie les pièces qui sont lisses. Quand les autres viennent, quand on les donne, on nous dit qu'ils ne peuvent pas prendre. Bon, nous là, ça ne nous arrange pas. Ah, si c'est lisse, on ne prend pas. Hein. Quand tu prends un petit temps au marché, les gens refusent. Non, on ne prend pas les pièces lisses. Comme palliatif, les spécialistes des finances recommandent de tenir compte de la révolution numérique. Et maintenant, avec l'évolution, les mobile money, les virements bancaires, les cartes bancaires, les monnaies électroniques, ça permet de pouvoir faciliter, bien évidemment, les transactions économiques. Donc, c'est à la population ou bien aux commerçants de s'adapter à l'évolution, à la nouvelle forme de monnaie qui se présente à elle, afin de pouvoir faciliter ces transactions. Le manque de petites monnaies cause d'énormes désagréments dans les échanges commerciaux. Mais plusieurs de ces difficultés peuvent être évitées avec les nouvelles donnes d'échange monétaires. Soyons flexibles dans nos échanges commerciaux. Nous parlons à présent de l'enseignement supérieur à une cérémonie du mérite et de la reconnaissance. Sont à l'honneur les lauréats du concours CAMES. Ce sont les doyens, le corps enseignant et le personnel administratif de l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. Nous sommes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody avec Aminata Sanogo et Davis Oyo. 111 acteurs du monde universitaire issus de l'unité de formation et de recherche des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan célébrés. Ils sont récompensés pour leur abnégation, dévouement et performance dans le travail. Il s'agit des meilleurs étudiants, des doyens honoraires, des enseignants et ex-enseignants, du personnel administratif et technique et 33 nouveaux professeurs agrégés du CAMES. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Nous ne serions entamé cette nouvelle étape de notre carrière sans nous appuyer sur vous qui avez guidé nos pas et qui nous avez montré le chemin de l'excellence. Nous sommes à la première édition de la Journée du mérite et de la reconnaissance organisée par l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. Un rendez-vous pour promouvoir l'excellence dans le temple du savoir. Organisons cette cérémonie pour combler un vide. C'est l'absence d'un cadre collectif où nous fédérons nos énergies pour honorer les nôtres, dignes d'honneur. Ensuite, nous organisons cette cérémonie pour reconnaître le mérite et célébrer nos ressources humaines valeureuses. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parrain de l'activité, le directeur du cabinet invite les récipiendaires à poursuivre sur cette lancée avant de les féliciter pour le travail accompli. Je vous encourage, tous jeunes agrégés, encadreurs, personnel administratif et technique, ainsi que les étudiants, à persévérer dans l'effort et à demeurer des modèles d'engagement et de réussite scolaire, académique et professionnelle. Vous devez toujours avoir le souci du travail bien fait, avec une volonté forte de toujours contribuer à la vitalité de notre université. Rendez-vous est pris pour l'an prochain pour célébrer les meilleurs de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ambition, faire en sorte que la reconnaissance individuelle contribue à l'efficacité collective et par ricochet au rayonnement de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. L'identité et la recherche culturelle, la richesse culturelle sont au service de la cohésion et du développement local. Vous l'aurez compris, on parle de culture avec le festival Mandé Nko. Le patrimoine des Mandés sera donc à l'honneur à l'occasion donc de ce festival autour des arts et de la culture du peuple Odieneka. Marina Manzan et Jean-Marc Djadji nous en disent plus.
Le festival Mandé Unko se tiendra du 31 janvier au 2 février 2025 au Centre culturel Camara H d'Odini. Venus en grand nombre de toutes les communes du district d'Abidjan, les ressortissants du Kabadougou lancent leur festival. Placé sous le thème « Art et culture du peuple Odinika, un vecteur de cohésion, d'unité et de développement », le festival Mandé Unko mettra en lumière l'identité et la richesse culturelle de la région. Ce festival, au-delà des dimensions festives, se veut être une occasion de renouer avec notre patrimoine culturel, de rapprocher les générations et de renforcer les liens entre les différentes communautés vivant en harmonie dans le Dengeli. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, partenaire de ce rendez-vous, s'engage pour la diversité culturelle. Notre institution consulaire participera activement à cet événement ambitieux qui vient mettre en lumière le potentiel dont regorge la région du Kabadougou. Nous avons pour ambition de promouvoir et préserver les traditions Odinika afin que nos enfants et les générations futures puissent s'approprier leur histoire et leurs racines. Nous aurons également l'honneur d'accueillir des pays invités d'honneur, un pays voisin, le pays frère de la Guinée. Pays africain, les liens très forts entre le peuple Odinika et le peuple marocain sera compté. Et pays du monde, nous aurons la Turquie et cela viendra enrichir cet événement par leur propre culture et leur tradition. Le festival Mandé Unko est à sa 2e édition. Il est un cadre d'échange et une tribune d'expression des talents de la région du Kabadougou. Et du sport à présent, un an après les grandes émotions de la CAN remportée par la Côte d'Ivoire, la commune d'Abobo équipe les centres de formation sportifs. Le récit de Ibn Yazale et Abou Sanogo. Des équipements sportifs composés essentiellement de 60 jeux de maillot de football et 15 jeux de maillot de handball offerts au président du centre de formation de la commune d'Abobo. L'objectif est d'éclairer l'opinion nationale sur la mobilisation des sportifs au profit de leurs cadets par le passage des témoins entre générations et surtout améliorer les performances des centres de formation. L'initiative est portée par le mouvement sportif du Côte d'Ivoire qui a rendu hommage à Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo et présidente du Sénat, pour sa contribution au rayonnement du sport ivoirien. J'ai pris cette décision pour que vraiment bien soutenir Mme Kandia Kamara parce qu'elle a fait beaucoup pour le sport. En tant qu'ancien champion de handball, on ne peut pas rester comme ça sans la soutenir. Le représentant du maire de la commune d'Abobo se félicite de cette action. L'initiative est énorme, mais je voudrais aussi féliciter et dire merci à ceux qui ont pris l'initiative d'honorer la première magistrate de la commune d'Abobo. Je crois que c'est comme ça que ça doit se faire. Il ne faudrait pas attendre que les gens meurent d'abord pour les honorer. Aujourd'hui, on veut parler de Madame la présidente du Sénat, Mme Kandia Kamara, qui, ma foi, a écrit les lettres de noblesse du handball en Côte d'Ivoire. Et moi, je voudrais saisir l'opportunité que vous me donnez pour remercier le président Ouattara, qui a reconnu et qui reconnaît chaque jour ce que les anciens de gloire ont apporté. C'est la 2e édition des activités du mouvement des sportifs de Côte d'Ivoire. Et l'actualité hors de nos frontières au Moyen-Orient, la ville de Jénine en Cisjordanie est sous le coup d'une opération militaire israélienne depuis 3 jours. Des centaines de personnes seraient sommées de quitter un camp de réfugiés ce 23 janvier sur ordre de l'armée israélienne. L'armée israélienne interrogée par l'AFP qui dément donc ces informations. Cette opération pourrait compromettre le cessez-le-feu qui devrait durer au moins 6 semaines et permettre la libération de dizaines d'otages en échange de centaines de prisonniers palestiniens dont la plupart seront relâchés en Cisjordanie. Et c'est sur ce point que nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis. C'était une édition traduite en langue des signes pour nos téléspectateurs sourds et muets. Demain à 13h, retrouvez Hamza Diaby. Ce soir à 20h, Marie-Laure Ngoran. Et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur RTI 1. Portez-vous bien.